Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce numéro 11 du Film au Pif, et avant de commencer je voudrais vous parler de 2-3 petits trucs. C'est-à-dire que je pense que je vais espacer un petit peu les épisodes du Film au Pif, parce que en fait, il se trouve que j'ai peut-être 2-3 idées un peu intéressantes dont je peux pas trop vous parler bien entendu, parce que je voudrais pas me les faire taxer, ça paraît logique, mais qui vont pas tarder à arriver je pense, et en plus qui devraient être relativement sympas, ça devrait vous plaire, enfin, en tout cas j'espère. Du coup, ça va espacer tout doucement très peu les épisodes du Film au Pif, parce que je vais continuer à faire le Film au Pif bien sûr. Et d'ailleurs, on va dire que c'est pratiquement aussi le Film au Pif, mais c'est un dérivé. Voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est un dérivé du Film au Pif. On va faire comme d'habitude un Film au Pif classique. Je vais donc piocher un film au hasard dans la pile qui est là ou là, et vous en parler pour vous donner un avant-goût de ce que peut être ce film, en tout cas d'après les souvenirs que j'en ai. Mais comme je commence à me faire vieux, les souvenirs, ça va, ça vient quoi. Mais je pense que ça devrait aller. Alors, avant de piocher le traditionnel petit pari, donc là je vais dire, allez, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire un film entre 2005 et 2010. Voilà. Donc on va vérifier ça tout de suite. C'est parti. Alors, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par là. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Le Pacte des loups. C'est bon ça. Ça c'est bon. Ah merde, par contre j'avais dit entre 2005 et 2010, celui-là il est de 2001. Donc encore une fois, je l'ai dans le patch quoi. Bah, tant pis, ça nous empêche pas d'en parler quoi. Alors c'est parti. Le Pacte des loups. Film français, ce qui est assez rare pour le signaler parce que j'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai des bons je pense. Enfin, la plupart. Là c'est un film de Christophe Gans, donc qui est un réalisateur français, qui a notamment fait ses classes à Hollywood, puisqu'il avait réalisé Crying Freeman, je crois en 1995, avec Marc Dacascos et Tchéky Karyo. Marc Dacascos qu'on retrouve d'ailleurs dans ce film. Et que il a pas mal lorgné aussi du côté du cinéma hongkongais, notamment de John Woo. Il a une manière de faire qui est assez, presque on va dire asiatique dans la forme. Il aime bien les ralentis, il aime bien les trucs chorégraphiés, notamment les scènes de combat. Donc c'est un film qui est inspiré, quoi. C'est un film français, mais qui n'est pas vraiment d'inspiration française. Je crois même que Gans avait pas mal été critiqué à l'époque pour cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on lui avait pas mal reproché de faire du cinéma esthétisant, c'est-à-dire du joli cinéma, mais pas tellement creusé dans le fond, quoi. C'est-à-dire il y avait la forme, mais le fond était pas. Et je suis pas d'accord. Personnellement, je suis pas d'accord. Je trouve que le scénario est pas mauvais. Les effets spéciaux sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont vieilli, mais il en abuse pas, quoi. C'est-à-dire que le mec, il sait que forcément les effets, tous les effets dans tous les films finissent par vieillir, donc c'est pas la peine d'en abuser et d'en foutre partout, parce qu'à un moment donné, il y a un jour où ça va se voir, quoi. Donc subtilité quand même. En plus, encore une fois, il nous réunit la crème de la crème du cinéma français, c'est-à-dire qu'on a quand même un super casting. À commencer par Samuel Le Bihan, parce que c'est un petit peu le premier rôle du film, mais on va retrouver Vincent Cassel, on va retrouver, je sais plus comment elle s'appelle déjà, Émilie Duquesne, Marc Dacascos bien sûr, on va retrouver Bernard Farcy, finalement qu'on pensait pas avoir dans un rôle comme ça, parce que Bernard Farcy c'est le commissaire Gibert dans Taxi. Et donc, c'est un acteur qui a carrément marqué son rôle. Je veux dire, on peut pas imaginer Gibert joué par quelqu'un d'autre que par Bernard Farcy. C'est d'ailleurs un petit peu le petit truc qui fait que dans ce film-là, on a le cul entre deux chaises, parce qu'à chaque fois qu'il intervient dans le film, on a envie de se marrer, quoi. On a envie qu'il nous fasse du Gibert quelque part, alors qu'il est pas là pour ça. Il est pas là du tout pour ça, parce que c'est pas du tout un film à la Taxi, c'est pas un film qui se veut être une comédie, c'est un film qui se veut être un film relativement sérieux. Quelque chose d'un peu fantastique et d'oppressant, quoi. Donc c'est surprenant de retrouver Bernard Farcy là-dedans. Je crois aussi que c'est le dernier rôle de Jean-Yann, si je dis pas de bêtises. Il me semble bien que c'est le dernier rôle de Jean-Yann. On a aussi Jacques Weber qui va jouer le même rôle que Jérémy Régnier, mais version âgée, c'est-à-dire que c'est le personnage que joue Jérémy Régnier qui a pris quelques années, je dirais même une 50aine d'années dans la gueule, et il s'apprête à se faire un petit peu décapiter, ou je crois qu'on arrive à l'époque où il commence à choper les rois et tout le machin et à vouloir leur trancher la tête, ce qui fait que finalement le film se passe plutôt au XVIIIe siècle. C'est-à-dire dans les années 1700 quelque chose. Parce que c'est l'époque où un petit peu il y avait les révolutionnaires qui commençaient à trancher les tronches des seigneurs. Et c'est censé être un seigneur, donc
sentant un petit peu sa fin proche, il va coucher sur papier ses souvenirs, et notamment l'histoire de la bête du Gévaudan qu'il va un petit peu raconter en version voix off. Et on va retrouver son personnage plus jeune, cette fois-ci interprété par Jérémy Régnier, celui qui avait interprété Clo-Clo, qui était parfait d'ailleurs en Clo-Clo, hein, je pense. Déjà moi-même quand j'avais vu le Pacte des loups, je m'étais dit ce mec-là il ressemble à Claude François, c'est hallucinant quoi. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle. Ils ont su l'utiliser dans Clo-Clo. Très bien d'ailleurs. Très bon film. Mais on n'est pas là pour parler de Clo-Clo, donc on reprend le Pacte des loups. Et on va aussi retrouver Jean-François Stévenin qui joue un petit peu l'abbé, le curé quoi, du coin. C'est lui qui gère un petit peu tout ce qui est religieux dans le secteur. Enfin vous l'avez compris, on a quand même un très beau casting, parce que j'en oublie mais je vais pas tous vous les faire. Non, le film est déjà là-dessus, il se pose là quoi. Donc on a un Christophe Gans à la réalisation, ce qui déjà est une certaine marque de confiance, plus un casting de ouf. International même. Ce qui fait que bon là on est déjà sur des bonnes bases. Ah oui, Monica Bellucci aussi dans le film. Je pouvais pas ne pas la citer, parce que Monica Bellucci, en plus, elle était un petit peu à son sommet à ce moment-là. C'est-à-dire que Monica Bellucci, c'était the référence. On la retrouvait presque partout, quoi. Je veux dire, c'était vraiment la relève des actrices à la Sophie Marceau, Isabelle Adjani, c'était vraiment une pure beauté. Elle est toujours très belle, mais vraiment à ce moment-là, voilà, c'était Monica Bellucci, quoi. J'en dis pas plus. La musique est excellente aussi. Il n'y a rien à dire, la musique est vraiment parfaite sur ce film, elle va très très bien, elle est même relativement reconnaissable, c'est-à-dire qu'on la retient. Hein. Bon là je l'ai pas en tête parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vu le film, mais le thème musical est vraiment sympa et il colle très très bien au film. Donc là aussi c'est une réussite quoi. La direction artistique c'est aussi une réussite, c'est-à-dire que Gans se permet de faire des scènes de combat de ouf sous la pluie, avec une photographie qui est carrément magnifique. Enfin vraiment l'ambiance du film c'est une réussite totale. Donc bon là voilà, on démarre vraiment très bien. Et puis on en arrive à l'histoire, c'est-à-dire que Gans là va nous parler d'une légende qui est purement française, puisqu'il s'agit de la légende de la bête du Gévaudan, qui n'est pas un sujet qui a été souvent traité. Ou alors on va dire par-dessus la jambe, mais pas avec les moyens que Gans a sur ce film pour nous faire quelque chose qui va marquer déjà l'histoire du cinéma français, puisqu'il s'agit quand même d'un des films qui s'est le mieux vendu partout dans le monde. Alors la légende de la bête du Gévaudan, de mémoire d'après le film, c'est une légende qui est une légende purement française, donc qui concerne les bois du Gévaudan. Puisque c'est une légende, on ne sait pas trop si c'est du vrai ou du pas vrai. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'à une certaine époque, il y avait des disparitions inexpliquées par rapport à la forêt, en tout cas le Gévaudan. Et du coup, Gans va prendre quelques libertés avec cette légende, puisqu'il s'agit d'une légende, il n'y a rien de vérifié, il n'y a rien d'historiquement vérifiable. Donc, il va partir sur un petit peu sa version, il va nous livrer sa version, sa vision de cette légende purement française, quoi. C'est même dit d'ailleurs dans le film à un moment par le personnage qui sert de voix off, un petit peu par-dessus le film, qui raconte les événements en voix off, qui explique vers les 2/3 du film que à partir de ce moment-là, ce n'est plus dans les livres d'histoire, c'est l'interprétation du personnage lui-même. Donc voilà, on n'est pas dans du fait avéré. Donc si vous pensez voir un film purement historique qui va vous révéler la vérité sur l'histoire de la bête du Gévaudan, non, c'est pas le but du film. Donc le film commence sur une séquence d'ouverture qui nous montre une bergère tranquillement dans les prairies du Gévaudan, qui est en train de s'occuper de son troupeau de moutons, tout ça, quand elle se fait subitement attaquer par quelque chose de mystérieux. Parce que bien évidemment, il va pas nous livrer sa version dès le départ. Donc pendant tout le début du film, il va rester flou, on va pas savoir ce qui se passe, un petit peu comme Spielberg a pu le faire dans Les Dents de la Mer. Ça va être beaucoup de caméras subjectives qui foncent sur les personnages, de manière à ce qu'on sache pas ce qui se passe, quoi. C'est un petit peu l'intérêt du film. C'est une enquête, donc on va pas savoir dès le départ. En tout cas, on a cette scène d'ouverture qui est en plus super bien rythmée, super bien montée, super bien filmée. Tout est magnifique d'entrée, quoi. Avec un effet de montage qu'on avait, je crois, jusqu'ici jamais vu.
Donc c'est vraiment magnifique d'entrée. Même s'il s'agit d'une scène où la nana se fait attaquer et grailler. On va pas se mentir, il reste pas grand chose de la meuf à l'arrivée, quoi. Comme il ne s'agit pas de la première attaque de ce genre dans le secteur, l'information finit par remonter jusqu'à la capitale où, je crois, la cour du roi va décider simplement d'envoyer un enquêteur professionnel sur place, histoire de se faire une idée, histoire de trouver des réponses pour calmer un petit peu les gens, quoi, parce que tout le monde commence à s'affoler, qu'est-ce qui se passe dans le coin, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Donc ils vont envoyer un mec, joué par Samuel Le Bihan, donc il s'appelle Grégoire de Fronsac dans le film. Alors là, je sais pas si ce personnage a réellement existé, mais bon, on s'en fout un petit peu, hein, c'est pas vraiment un problème. Il y a sans doute eu un voire des enquêteurs qui se sont rendus sur place pour essayer de voir un petit peu le fond du problème, disons. Donc on a ce personnage de Grégoire de Fronsac qui est joué par Samuel Le Bihan, qui va être accompagné un petit peu tout le long du film par son esprit. Enfin, on va dire c'est son acolyte, hein, c'est pas du tout son serviteur ni quoi que ce soit. Il va un petit peu le faire passer comme ça auprès des gens pour qu'on lui foute la paix, parce que vu je crois qu'il est indien, parce que Grégoire de Fronsac c'est un personnage qui a beaucoup voyagé à travers le monde. C'est un explorateur et je crois qu'il s'est rendu en Amérique et que il est revenu avec Mani, donc le personnage joué par Marc Dacascos, qui maintenant un petit peu l'accompagne partout, parce que je crois qu'il y a une histoire il lui a sauvé la vie, donc l'autre lui en doit une, du coup ils sont inséparables quasi. Et on va les découvrir sur une magnifique scène d'ouverture, de baston. Ah oui, je sais, c'est un film historique français et on a droit à une scène de baston. Mais quant à Marc Dacascos, surtout à cette époque-là, où il était au top de sa forme, tu peux pas ne pas l'utiliser, tu vois, c'est pas possible. Donc on va avoir une magnifique scène de combat, avec une magnifique chorégraphie. À savoir, une petite parenthèse, à savoir que la scène de combat dans le film, au final, elle est pas du tout en entier, puisqu'en fin de compte, il y en a un tiers juste, puisque je crois dans l'original, qui est dans les bonus du DVD, il y avait un segment avec Marc Dacascos, un segment avec Samuel Le Bihan qui se bougeait aussi contre les mecs, et à la fin c'était les deux ensemble qui finissaient de se bouger contre la bande de mecs. Là ça a été raccourci, ça a été c'est pour les besoins du rythme de film, donc ils ont réussi à condenser tout ça pour faire une magnifique scène d'entrée. Et en plus, je crois que il y a une raison scénaristique qui finalement n'est pas si con, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc là on a cette scène qui est mémorable, hein. On a en tout cas tous les gens qui ont vu ce film ont tous les images en tête, avec ce fameux coup de pied au ralenti, double coup de pied d'ailleurs, au ralenti sous la pluie et tout le machin, où il est sur un bâton, enfin vraiment c'est superbe. Bon. Donc là ils vont affronter une bande de villageois qui se sont déguisés en femmes, finalement, parce que il se trouve que apparemment la bête du Gévaudan ne s'en prend qu'aux jeunes bergères, aux jeunes femmes. Donc les gars ils se sont dit on va essayer de se déguiser en bonne femme, pour traquer le bestiau, mais ils sont tombés sur Marc Dacascos et Samuel Le Bihan. C'était pas prévu au programme. Ils se prennent une dérouillée, tout va bien, et puis les deux personnages, une fois qu'ils ont dérouillé les gars, ils vont continuer leur petit périple jusqu'à la cour du château où ils doivent se rendre finalement pour enquêter. Donc Grégoire de Fronsac, accompagné de Mani, il va un petit peu rester dehors, hein, parce que vu qu'il est indien, on veut pas trop, on n'a pas confiance, hein, on veut pas trop le laisser rentrer dans le château. C'est un sauvage, hein, pour les Français de cette époque-là. Ils sont très très cons, mais bon, ils en ont jamais vu, donc pour eux c'est un sauvage. Ouais. La France, quoi. Ce qui fait que donc Samuel Le Bihan va faire passer ce mec-là pour son serviteur, quoi, et il va commencer à enquêter, c'est-à-dire à poser des questions à tous les gens qui sont là. Donc je crois que le seigneur du château là, c'est Jean-Yann, accompagné de sa cour, dont aussi Vincent Cassel fait partie, puisque Vincent Cassel c'est le fils de Jean-Yann dans le film, et Émilie Duquesne, sa petite sœur. Donc Le Bihan, enfin en tout cas Grégoire de Fronsac va faire un petit peu le bilan, c'est qu'on va dire, sur les versions que tout le monde va lui donner, et puis il va commencer à mener sa petite enquête. Il va se rendre sur place, là où les attaques ont été perpétrées, pour essayer de découvrir des indices que les autres n'auraient pas trouvés, parce qu'après tout il est quand même à la campagne, et à la campagne on n'a pas les mêmes moyens qu'à la capitale. Lui il arrive de la capitale avec tout un set d'enquêteurs comme Ichabod Crane, Johnny Depp dans Sleepy Hollow, avec des outils que les mecs sur place n'ont pas, qui va lui permettre de comprendre plus de choses.
Et il va faire des petites découvertes gentiment comme ça. Il va même se faire mal voir, hein, le Grégoire de Fronsac, parce que il va un petit peu les prendre pour des couillons, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens de la campagne, moi je suis de la capitale, j'ai tout compris, fermez vos mouilles, écoutez-moi, quoi. Et l'idée, c'est qu'il va leur tendre des pièges comme ça, histoire de leur montrer que, en fin de compte, les apparences des fois peuvent être trompeuses et que derrière les apparences peut se cacher d'autres choses. Et ça va pas trop plaire aux gens de la cour, quoi. Donc naturellement, les mecs, ils vont chercher un petit peu à lui mettre des bâtons dans les roues, hein, parce que après tout, qu'est-ce que c'est que ce connard là qui arrive de la capitale et qui nous prend de haut, il nous prend pour des pignoufs. Voilà, ça va, quoi. On n'a pas besoin de ce gars-là, il a qu'à repartir d'où il vient et pas nous emmerdailler, quoi. Sauf que le de Fronsac, il est quand même mandaté par la cour du roi, hein, de France, de l'époque, pour venir enquêter et trouver une solution. C'est-à-dire coûte que coûte, hein, carrément. Hein. Donc là, il va falloir que s'il rentre à Paris, c'est avec la solution au problème. Sinon, il rentre pas. Donc il va pas se laisser impressionner par les tentatives de dissuasion des mecs, là. Hein. C'est pas eux qui vont le faire flancher. Il est là pour une bonne raison et il ne repartira que lorsqu'il aura trouvé la solution. Ce qui fait pas plaisir à tout le monde, quand même. Et d'ailleurs, l'insistance qu'ils ont à vouloir l'éliminer de l'enquête, ça va commencer à lui mettre la puce à l'orteil, quoi. Le mec, mais pourquoi ils cherchent absolument à ce que je me barre? Pourquoi ils veulent pas que je réalise mon enquête tranquillement et que je reparte avec la solution et puis basta, quoi. Et c'est là qu'il va commencer à se pencher sur certains cas, notamment celui de Vincent Cassel. Vincent Cassel, c'est un petit peu le mec qui a pissé sur tous les poteaux du coin et il voit Samuel Le Bihan comme un mec qui vient piétiner ses plates-bandes. Ça ne lui plaît pas du tout. Et ça ne plaît pas non plus du tout à Samuel Le Bihan, du coup. Par contre, ce qui a une fâcheuse tendance à lui plaire, au Grégoire de Fronsac, c'est la petite sœur, jouée par Émilie Duquesne. Et ça rajoute dans les tensions entre lui et Vincent Cassel, parce que Vincent Cassel pas touche à sa frangine, si tu veux, surtout toi, quoi. Toi, casse-toi, tu t'en approches pas, quoi, si tu veux. Donc il y a une vraie rivalité entre les deux, surtout du côté de Vincent Cassel, parce que lui aussi, apparemment, il a été explorateur par le passé. Il s'est même fait grailler un bras par une bête sauvage quand il était en Afrique, je crois. Ce qui fait que le mec, lui aussi il est explorateur. Qu'est-ce qu'il vient nous faire chier l'autre? Ce qu'il va découvrir, il pourrait le découvrir lui aussi très bien, tu vois. En plus, à force de farfouiller dans le quartier, et vu l'animosité ambiante des gens, alors que lui finalement il a été envoyé pour les aider, pour résoudre leurs problèmes. C'est-à-dire que en gros, il est censé régler le problème de la bête du Gévaudan, et basta. Il commence à avoir quelques doutes sur des personnes. C'est-à-dire que, d'après lui, il doit y avoir des choses qui se trament dans le feutré, il aimerait bien mettre le doigt dessus, quoi. Au-delà de la bête du Gévaudan elle-même. C'est-à-dire que... Pourquoi ils sont hostiles comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mystère. Donc il va se retrouver un petit peu seul contre tous pour mener son enquête. À part Mani, parce que Mani, c'est son acolyte, donc il est là pour l'aider. Une entière confiance en Mani. C'est pas le problème, Mani. Mais clairement, tous les autres, ils n'ont pas décidé de lui faciliter la tâche. Et vu qu'il a tendance à piétiner dans son enquête, puisque tout le monde lui fout des bâtons dans les roues, la cour du roi va commencer à s'impatienter. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir des réponses, quitte à les inventer. Et on va donc le contraindre à inventer une preuve. Ce qui va le faire chier monumentalement, puisque lui, il avait vraiment envie de trouver la bête. Et il sent qu'il y a un truc, il sent qu'il a mis le doigt sur quelque chose. Mais quoi? Il va lui falloir un peu plus de temps. Mais le temps, il n'y en a pas. Il va donc y avoir une espèce de méga battue au loup qui va être organisée, de manière à tuer le plus de loups possible dans le secteur. Et puis lui, vu qu'il est taxidermiste au départ, on va lui demander de fabriquer une fausse preuve. C'est-à-dire qu'on va lui demander de fabriquer un loup démesuré à partir d'un loup normal, et de fabriquer quelque chose de vraiment monstrueux. Comme il n'a pas le choix, il va le faire. Donc il va s'exécuter, il va faire cette espèce de fausse preuve, mais il va quand même, derrière, continuer son enquête à titre personnel. Mais naturellement, je peux pas vous en dire plus, parce que sinon, après là, je vais aller trop loin dans l'histoire, et puis ça vaut même plus le coup de le regarder. Donc je vais m'arrêter là, mais il y a encore plein de trucs à découvrir derrière, naturellement. Je vous laisse le plaisir de le découvrir en regardant le film. Juste pour en revenir sur le petit truc que je vous disais au début, qui fait que Gantz a dû couper la grosse scène de combat du début pour supprimer le segment avec Samuel Le Bihan, parce qu'en fait, il va y avoir un événement qui fait que Samuel Le Bihan, à un moment donné, plus tard dans le film, va péter un câble,
Et il voulait ménager la surprise de voir qu'un Samuel Le Bihan est encore plus balèze et qu'il est encore plus ouf dans sa tête quand il s'y met, quoi. Donc vous l'avez compris, on a quand même affaire à un bon scénario assez prenant, puisque c'est quand même une belle enquête qui est prenante, qu'on va se délecter un petit peu de suivre, et dont on s'attend pas vraiment à la fin. Le tout filmé avec maestria par Christophe Gans, qui ici maîtrise totalement sa caméra, les cadrages, l'ambiance, tout y est. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment un spectacle visuel magnifique, en tout cas à mon goût. Ça m'a donné envie de revoir des films français. Malheureusement, il n'y en a pas eu tant que ça dans la lignée derrière, ou en tout cas ils ont essayé, mais ils se sont un peu plantés. Et là, je trouve que franchement, pour cet essai-là, c'est vraiment une réussite. C'est fortement dommage que Christophe Gans, qu'il en ait pas profité pour essayer d'en faire 3-4 d'autres qui seraient vraiment, qui permettraient au cinéma français de sortir la tête de l'eau un petit peu, parce que malheureusement, depuis, on a vraiment sombré dans la grosse comédie bien pourrie. Je suis désolé de le dire, mais le cinéma français, c'est de la comédie bien pourrie qui se répète, du comique de situation à la con. On prend les mêmes acteurs, on les change un petit peu de décor, et on refait 170 fois le même film, quoi. Malheureusement. Donc si vous voulez vraiment voir un film français qui a des coronesses pour tenir un petit peu la dragée haute au film américain, il faut voir celui-là, parce que c'est the référence, à mon avis, une des très grandes références du cinéma français. Et puis même s'il ne s'agit pas de la version officielle de l'histoire, et que il y a quand même un petit peu quelques effets spéciaux, qui c'est vrai aujourd'hui ont pris un petit coup dans l'aile, malgré tout, malgré tout ça reste très intéressant, et puis en plus ça reste une version finalement totalement plausible. Pourquoi pas, effectivement. Bon voilà ce que je pouvais vous dire sur le Pacte des loups. Je crois que je vous ai balancé l'essentiel à peu près, peut-être même un peu trop pour certains, je sais pas. En l'occurrence, je vous engage fermement à voir ce film si vous l'avez pas fait, parce que franchement là on est dans une vraie réussite totalement française. Si. Je sais, c'est surprenant, mais si, celui-là, franchement, ouais. Alors, évidemment, ce serait un film américain, on dirait c'est un film moyen, mais non, mais là c'est pas américain, c'est français, et donc du coup, il y a le beau geste. Mais malgré le côté visuel du film, si vous voulez, Christophe Gans, il en fait pas 150 tonnes, quoi. C'est-à-dire que, contrairement à Pitoff dans Vidocq, dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode, non, là, on voit qu'il y a une vraie maîtrise. Le mec fait pile ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il n'en fait pas trop, ni pas assez, quoi. Il fait vraiment pile, il est dans le ton pile, quoi. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, c'est une totale réussite. D'ailleurs, à tout point de vue, c'est une réussite totale, on va pas se le cacher. Donc on en arrive au moment où je vais mettre la petite note qui va bien au film. Et pour moi, alors aussi parce que c'est un film français, mais ça va être un 18. Ah ouais, non, c'est un beau 18, quoi. Ouais, pour moi, c'est un très très bon film. Mais n'hésitez pas vous-même à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, hein, et voire même à lui mettre une petite note sur 20, histoire de comparer les différentes opinions, parce que je pense que c'est un film qui a plutôt marché, plutôt plu, et qui finalement, même avec le temps, il reste très très bon, quoi. Film qui correspond à une période où le cinéma français avait quelques ambitions internationales qui malheureusement se sont cassées la gueule très rapidement après, quoi. Bon, ainsi s'achève cet épisode spécial Pacte des loups, que je vais ranger de ce pas. Et puis, comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait. Merci à tous ceux qui ont regardé les épisodes précédents aussi. Et puis, si jamais vous prenez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. La petite cloche qui vous préviendra à chaque fois qu'un nouvel épisode sortira. Et puis, je vous dis merci et à bientôt, j'espère, pour un prochain épisode du Film au Pif. Salut!